Bonjour tout le monde. Je me renomme au cas où ce serait la première fois que vous m'écoutez. Je suis Godive de Coninck. J'ai mis sur pied les ratoutages. J'en suis bien contente parce que je pense qu'on est plusieurs à en profiter. C'est moi qui ai le plaisir de vous faire des lectures ce matin ou cet après-midi pour vous. Ça dépend quand vous l'écoutez. Alors, on va commencer avec la première lecture. J'appelle ça des questions d'actualité. Puis ça ne veut pas dire pour moi que c'est dans le journal du matin. Ça veut juste dire que ce sont des choses qui sont encore actuelles. Quand je vous parle d'un personnage ou d'un événement, des choses qui sont encore de nos jours. Alors aujourd'hui, le titre, c'est Irma Levasseur. C'est tiré d'un petit livre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça s'appelle Nos héroïnes et c'est Anaïs Barbeau-Laviolette qui a écrit ça. Alors, ce sont toutes des femmes qui ont fait quelque chose dans la vie d'important. Alors, ça s'appelle Irma Levasseur, 1877-1964. Au fond de la poche d'Irma, il y a 3 cailloux, un blanc, un noir et un gris. Ils n'ont rien d'extraordinaire, les petits cailloux d'Irma, mais elle ne peut pas les quitter. Irma avait 3 frères et sœurs, tous morts de maladies qui auraient dû se soigner. Irma grandit sans les oublier. Elle décide de devenir médecin. Au Québec, l'université est alors interdite aux femmes. Ces 3 petits cailloux dans la poche, Irma part étudier aux États-Unis, puis en France, où elle se spécialise en pédiatrie. Les vieux ne l'intéressent pas, ce sont les enfants qu'elle veut soigner. Elle devient la première femme médecin canadienne-française. Irma revient au pays. La tuberculose emporte les enfants par centaines. Elle fonde l'hôpital Sainte-Justine uniquement pour eux. Quand Irma sauve un enfant, elle cache sa joie, car un autre encore reste à sauver. Mais elle serre fort dans sa poche ses 3 petits cailloux. Un jour, la Première Guerre mondiale éclate et Irma va s'occuper des blessés de guerre en Serbie. Elle est la seule femme sur le front. Les bombes pleuvent du ciel, la peur s'empare d'elle. Même si tout le monde tente de fuir le pays, Irma reste, car Irma n'a jamais fini. À son retour chez elle, elle met sur pied un second hôpital, l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Irma Levasseur n'a pas eu d'enfant à elle, mais elle s'est occupée toute sa vie de ceux des autres. Elle meurt seule, malgré tout, sans argent ni reconnaissance. 3 petits cailloux brillants dans sa poche. Aujourd'hui, des parcs, des rues et des pavillons d'hôtels où résonne le cri des enfants portent encore son nom. Alors, je pense que c'est quelqu'un que ça vaut la peine de connaître et qui est encore d'actualité. L'hôpital de l'Enfant Jésus, c'est encore à Québec. Et l'hôpital Sainte-Justine est un hôpital reconnu dans le monde entier pour soigner les enfants. C'est le temps pour notre deuxième lecture, mais je vais tout de suite vous montrer le titre du livre. Ça s'appelle « Faire œuvre utile ». Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste au juste. L'auteur Émilie Perrault a recueilli des témoignages, des témoignages de gens pour qui une œuvre d'art, une pièce de théâtre, un morceau de musique a eu une belle influence sur un drame qu'ils ont vécu. Autrement dit, l'art peut nous aider à nous guérir de nos plaies. Alors, l'histoire que j'ai choisie aujourd'hui, qui fait partie de son livre, elle a été écrite, c'est-à-dire c'est elle qui a recueilli des choses, mais ça concerne Robert Lepage. Robert Lepage, vous le connaissez, c'est notre plus grand homme de théâtre québécois. On en est tous fiers. Alors, ça s'appelle « Le deuil de Papy Banane ». 887 est une pièce qui démontre encore une fois le génie de Robert Lepage. Faire se côtoyer l'intime et la grande histoire. Alors, je commence. Le 9 août 2016, un camion est la proie des flammes sur l'autoroute métropolitaine à Montréal. À bord, Gilbert Prince perd la vie dans des circonstances inqualifiables.
L'intensité du panache de fumée qui s'élève au-dessus de la ville n'a d'égal que le chagrin des proches du camionneur. Ça laisse des traces, un père qui explose, raconte sa fille Suzanne Prince. Elle s'appelle Suzanne, mais elle n'a que 33 ans. Les jours suivant le drame, elle s'isole et se coupe de toute communication. Les médias intrusifs l'enragent. Elle ne veut surtout pas être en contact avec les images violentes diffusées ad nauseam. Elle doit ainsi accepter qu'une grande partie de la population en sache plus qu'elle sur les circonstances de la mort de son propre père. Pour un deuil intime, on repassera. Mais il faut bien que les choses reprennent leur cours un jour. 3 semaines plus tard, Suzanne ouvre sa boîte de courriel pour la première fois. En faisant le ménage, elle tombe sur ce message de son père. « Pour vous deux les amoureux, parce que je suis content que tu aies trouvé l'amour, j'ai hâte que tu m'en reparles. » En pièce jointe, 2 billets pour la pièce 887 de Robert Lepage au Théâtre du Trident à Québec le 18 septembre 2016 à 15 h. Elle se souvient alors de cette conversation qu'elle avait eue avec son père au printemps. Il l'avait appelée en sortant de la pièce, alors présentée au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. « Suzanne, il faut absolument que tu vois ça. » Suzanne a aussi 2 frères et une sœur, mais c'est à elle que son père a envoyé une paire de billets. Ils partageaient cette passion. Petite, elle aimait le voir jouer dans des pièces de théâtre amateurs. Elle était si fière de lui. L'enthousiasme débordant de son père pour 887 lui revient à l'esprit. Même ma mère se demandait pourquoi il voulait tant que je voie la pièce. Elle l'avait aimé, mais elle trouvait mon père intense avec cette idée fixe. La date est encerclée sur le calendrier et Suzanne attend avec fébrilité ce rendez-vous tant souhaité par son papa. Suzanne verse un torrent de larmes pendant toute la pièce. Dans 887, Robert Lepage utilise le prétexte de l'apprentissage du poème Speak White de Michel Lalande pour s'aventurer dans les méandres de la mémoire et rendre hommage à son père, chauffeur de taxi, avec une scénographie ingénieuse, des pointes d'humour et de profondes réflexions. Le propos de l'auteur sur son père à lui, la description d'un héros humble et loyal. Tout rappelle à Suzanne son paternel disparu. En revenant du théâtre, Suzanne a ressenti le besoin de parler. C'est normal, son père lui avait écrit « J'ai hâte que tu m'en reparles ». Mais là, il n'était plus là pour en parler. Je devais en parler à qui? Une collègue de travail ne comprendrait pas. Je me suis dit que la seule personne qui pouvait peut-être saisir ce que je voulais dire, c'était Robert Lepage. Extrait de la lettre de Suzanne, dimanche 18 septembre 2016. Monsieur Lepage, je suis allée voir 887 cet après-midi au Théâtre du Trident et j'avais besoin de vous écrire. Je ne comprends pas trop encore pourquoi ça m'est important. Le 9 août, un camion-citerne a explosé sur l'autoroute 40. Le conducteur, mon père. Ça fait des dégâts, un père qui explose. Surtout lorsque les médias sauvages s'empressent de souffler sur les braises alors que tu tentes d'éteindre le feu ravageur. L'été, il ne se passe pas assez de choses en politique, vous comprenez? Le dernier cadeau que j'ai reçu de mon père, c'était des billets pour votre pièce. Merci d'avoir fait revivre mon père. Merci de prolonger la vie à travers votre art et de la transcender. C'est à travers les yeux du public que Robert Lepage comprend mieux ses propres œuvres. Au début, on a surtout envie de livrer le spectacle pour comprendre de quoi il parle, parce qu'on ne sait pas vraiment. On fait notre affaire, c'est pas trop sûr. Puis, à un moment donné, le spectateur commence à te dire de quoi tu parles. C'est le spectateur qui te dit « ton spectacle parle de ça et touche les gens à cause de ça ». Et lorsqu'il évoque Suzanne Prince et son père Gilbert, le comédien et metteur en scène devient plus solennel. La dernière pièce qu'il avait vue, c'était mon spectacle. C'est sûr que pour elle, c'était un moment de catharsis. Ça parle de mon père à moi qui était chauffeur de taxi, son père à elle était camionneur. À un moment donné, ce sont des hasards qui n'en sont pas. Il fallait qu'elle voie cette œuvre.
et je sentais que ça avait comme réglé quelque chose dans son deuil. Dans ces moments-là, on se sent utile à quelque chose. Alors, Robert Lepage a répondu à la lettre de Suzanne. Extrait de la lettre de Robert Lepage, 26 septembre 2016. Bonjour, Madame Prince. Bien que vous n'attendiez probablement pas aucune réponse à votre missive, j'ai mis du temps à vous répondre, mais je tenais à le faire. J'ai été très touchée par votre histoire. L'épreuve que vous devez traverser est indescriptible et le fait que votre père vous ait offert ces billets m'honore. J'ai reçu beaucoup de commentaires et de témoignages depuis le début de la tournée 887 au Québec et en Europe, mais jamais l'un d'eux ne m'a autant atteint droit au cœur que le vôtre. Avec toute mon affection, Robert Lepage, metteur en scène. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est une belle histoire de combien l'art peut nous aider dans la vie. Ça va? Comme troisième lecture, j'ai une petite lecture amusante. Je n'ai pas d'auteur, on appelle ça anonyme. Je ne sais pas qui l'a écrite, mais je la trouvais amusante. Je ne sais pas si vous autres, vous avez eu des grands-mamans. Moi, j'en ai pas eu aucune. Je le suis, mais j'en ai pas eu de côté ni de mon père ni de ma mère, mais quand même, c'est un petit texte qui parle. Alors, ça s'appelle « Histoire du tablier de grand-maman ». Les mères et grand-mères portaient un tablier par-dessus leurs vêtements pour les protéger, car elles avaient peu de robes de rechange. En fait, il était beaucoup plus facile de laver un tablier habituellement en coton qu'une robe, une blouse ou une jupe faite d'autres tissus. Le principal usage du tablier de grand-mère était donc de protéger la robe, mais en plus de cela, il servait de gants pour te retirer un plat brûlant du fourneau, bien avant l'invention des mitaines à fourneau. Il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants et à certaines occasions pour nettoyer les frimouses sales. Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les poussins à réanimer et parfois les œufs à moitié éclos que maman déposait dans un fourneau tiède afin de faciliter leur éclosion. Quand il y avait de la visite, le tablier servait d'abri aux enfants timides, d'où l'expression « se cacher dans les jupons de sa mère ». Par temps frais, maman le relevait pour s'y emmitoufler les bras et les épaules. Par temps chaud, alors qu'elle cuisinait devant le poêle à bois, elle y épongeait la sueur de son front. Ce bon vieux tablier faisait aussi office de soufflet, alors qu'elle l'agitait au-dessus du feu de bois pour le ranimer. C'est lui qui servait à transbahuter pommes de terre et bois secs jusque dans la cuisine. Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes. Après que les petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux. En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombées de l'arbre. Quand des visiteurs arrivaient à l'improviste, c'était surprenant de voir avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière. À l'heure du repas, grand-mère allait sur le perron agiter son tablier. C'était le signe que le dîner était prêt. Et les hommes aux champs savaient qu'ils devaient passer à table. Grand-mère l'utilisait aussi pour sortir la tarte aux pommes du four et la déposer sur le rebord de la fenêtre afin qu'elle refroidisse. De nos jours, sa petite fille l'y dépose aussi, mais pour la décongeler. Autre temps, autre mœurs. Il faudra de bien longues années avant que quelqu'un invente un vêtement qui puisse rivaliser avec ce bon vieux tablier utile à tant de choses. Le danger, on deviendrait bien fou aujourd'hui, rien que de songer à la quantité de microbes qui pouvaient s'accumuler sur le tablier en une seule journée. Amusant, n'est-ce pas? En fait, c'est vrai qu'on a peur des microbes maintenant, peut-être même trop. Alors, pour quatrième lecture, j'ai ici une histoire qui est dans un livre de Gabrielle Roy, Cet été qui chantait. Gabrielle Roy, cette fois-ci, c'est, d'après moi, la plus grande auteure québécoise, là. Elle a tellement écrit des beaux livres. Puis il y a des livres qui sont comme gros, épais. Puis ça, ce petit livre-là, c'est toutes des petites histoires courtes, mais très amusantes. Alors, je vais vous en lire une. J'espère que vous allez l'aimer. Gabrielle Roy a passé les dernières années de sa vie à la rivière Saint-François.
Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est près du Massif, évidemment. C'est là qu'elle écrivait, puis elle se promenait, puis elle avait une bonne amie là, avec qui elle prenait des marches le soir. Alors, le titre de l'histoire, c'est Monsieur Tougne. Ce Wawaron vivait à l'extrémité du monde habité. On atteignait la fin du village, lui-même déjà reculé. Il y avait plus de place entre la montagne boisée et la grève sauvage que pour le chemin de fer. Lui seul pouvait trouver à se faufiler entre d'un côté les éboulis, de l'autre les empilements de rocs éboulés. Nulle part au monde je n'ai connu chemin de fer plus tranquille. Tout contre, c'est le fleuve qui, lui, ne manque pas de place pour étaler sur 22 milles de largeur son grand corps sans cesse agité par les forces de la marée. Au flux, les vagues clapotent contre leur remblai. On les entend parfois résonner très haut parmi les rochers, comme si c'était dans la pierre qu'elles déferlaient. Sur le sommet veillent de vieux pins rarement silencieux. L'un, projeté de biais, seul au bord de l'escarpement, se lamente avec une singulière insistance juste avant la tombée du jour. Autre surprise encore, tout le long de ce chemin de fer abondent des fleurs sauvages. C'est qu'une fois habituées au souffle de la locomotive et la pauvreté du sol, et elles ont trouvé ici des avantages rares, par exemple de ne jamais être broutées, ni non plus souvent cueillies. Il n'y a pour ainsi dire que Berthe et moi à en prendre, mais nous sommes toujours raisonnables, Berthe et moi. Nous veillons à ne pas arracher les racines et jamais ne prenons plus de fleurs que pour en faire à chacune un bouquet. Nous venons donc par la voie ferrée, Berthe et moi ce soir-là, causant gaiement, car nous nous sentions toujours libérées et joyeuses quand nous quittons Jean et Maison pour prendre du côté de la nature. Comme du reste, nous nous sentons heureuses aussi au retour de revenir vers Jean et Maison. Sans doute, dans la pénombre du crépuscule, à cette heure pleine d'attention au monde, seul le bruit de l'eau et des pins se faisant entendre, l'insolite explosion par ici de voix humaines, en un dialogue rieur et bruyant, n'avait pu manquer d'éveiller la curiosité du Wawaron. Et tout porte à croire que cette curiosité devint franc intérêt, car à peine arrivions-nous au tournant abrupt tout près de la mer quand jaillit le salut le plus cordial. Tougne! On eût dit sous l'eau un musicien facétieux qui pinçait sa guitare immergée. Dans ce lieu désert, l'ombre du soir s'avançant vivement, l'amène salutation était si inattendue que, de surprise, nous ne savions vraiment pas quoi dire. À 2 pas de l'eau noire, sans vie, sans une ride en surface, je finis par répondre à tout hasard « Tougne ». Aussitôt vint la réplique « Tougne, tougne ». Berthe et moi avons échangé un long regard. Avions-nous affaire à un farceur ou à un pauvre ermite si content d'avoir quelqu'un à qui parler qu'il ne savait plus trop ce qu'il disait? Nous allons tâcher de l'apprendre. « Tougne, tougne, tougne » dit Berthe. Immédiatement de la mare nous parvint la réponse « Tougne, 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 tougne ». Les syllabes étaient bien détachées. Sans aucun doute possible, on nous répondait chaque fois par un tougne de plus. Était-ce la manière de converser des Wawarons, ou celui-ci était-il simple d'esprit? La chose était difficile à tirer au clair. Je m'y essayai encore une fois. Toung, 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 toung. Alors, de la mare sortit brièvement toung, toung. Le ton était quelque peu impatient d'ailleurs. C'était comme si notre interlocuteur, sans perdre son bon caractère, cherchait à nous faire entendre. Il faut parler bref. Vos phrases humaines à la fin deviennent trop longues. Cela donne à réfléchir. Sans plus insister, nous avons laissé là la conversation avec le Wawaron pour nous hâter jusqu'au ruisseau à truites, un peu plus loin, auquel nous aimons rendre visite une fois par été. L'obscurité venant, nous ne nous y sommes guère attardés. Juste le temps de s'assurer que l'on vidait joyeusement la bouteille sous les épaisses branches et nous rebroussions chemin. Il faisait presque nuit quand nous sommes repassés par la mare. Aucun son n'y trahissait de vie. Les oiseaux avaient suspendu tout mouvement. C'était à douter que de la conversation animée que nous avions ici, il y avait moins d'1 heure, avec l'invisible occupant de la mare. Déçu, j'appelai à voix haute « Monsieur Tougne ».
L'endroit, solitaire, parut étonné de tant de bruit et ne daigna répondre même par le plus léger froissement de feuilles. Berthe, à son tour, appela « Monsieur Tourne ?» Rien. Je demandai « Monsieur Tourne, dors-tu? »« Tu dors, Monsieur Tourne? » Au loin, du lointain d'un profond sommeil, comme du fond des mers, nous accueillit un faible son étourdi, étiré, amical encore, mais qui semblait sous-entendre « Je dormais si bien. » Toung! Nous n'avons pas eu le cœur d'insister. Nous sommes partis sur la pointe des pieds. Des fois, j'aime ça lire des histoires un peu, comme on pourrait dire, folle un peu, mais c'est quand même assez poétique et ça nous fait envisager une belle soirée. Ça va? Bon, ben cette fois-ci, j'ai un petit livre. Vous allez me dire que j'ai des auteurs préférés, en effet. Un petit livre comme ça, de Michel Tremblay, qui s'appelle « 23 secrets bien gardés ». C'est comme s'il retournait à l'enfance, des fois, là, et alors il raconte toutes sortes d'histoires qui lui sont arrivées quand il était petit. Alors, je vais vous le lire à la Michel Tremblay. Un beau soir de juillet. La nuit n'est pas encore tombée. Il est installé dans la chaise berçante de sa grand-mère sur le balcon d'en avant et il lèche avec délice un Mellow Roll qui lui a coûté 2 cents de plus que son cornet de crème glacée habituel. À cause du filet de fudge inséré dans le cylindre de crème glacée, oui, un cylindre au lieu d'une boule, vanille et fudge, miam, 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 et il rêve. Si maman me donnait une pièce au grand complet, qu'est-ce que je ferais avec? J'ai jamais eu ça, une pièce complète à moi tout seul. Disons un Mellow Roll, 7 cents. Un sac de chips, 5 cents. Ça fait 12. Le cinéma, si c'est un samedi après-midi, 10 cents. Ça fait 22. Disons que mon abonnement annuel à la bibliothèque municipale est fini, 25 cents. Ça fait 47. Quoique ce ne serait pas à moi de payer pour ça. En tout cas, disons que j'aime pas les bonbons, mais 5 sacs de surprise, 5 cents. Juste pour dépenser. Mon Dieu, je suis juste rendue à 52 puis je ne sais plus quoi ajouter. Tiens, un cahier de poupées à découper, c'est cher ça, 15 cents. Ça fait 67. Quoi d'autre? Il arrête de se bercer, fronce les sourcils. Quoi d'autre? Il y a bien y avoir des affaires que j'aimerais avoir. Des livres? Non. La bibliothèque municipale est pleine. La maison aussi. Des disques? Tout le monde en achète dans la maison. Mon frère des classiques, ma cousine des plus populaires. Des affaires de sport, ça ne m'intéresse pas. Je ne dépenserai jamais une scène pour ça. Des jouets? J'en ai à ma fête, puis à Noël. Coudonc, il n'y a rien d'autre qui me tenterait, il faut croire. Il continue à réfléchir longtemps. Il n'arrive jamais à dépenser entièrement l'imaginaire dollar que sa mère aurait pu lui donner. Qu'est-ce que vous en pensez? Autre temps, autre mœurs, hein? Je ne pense pas qu'on ferait grand-chose avec une pièce, ça n'existe même plus. Comme dernière lecture, je vais vous faire presque le tour du monde. J'espère que vous ne serez pas étourdis, mais je trouvais ça amusant. Ça s'appelle Un tour de vie et c'est écrit par Georgette Cyr. Je suis assise à la table devant une orange, un café et un bon petit déjeuner. Pendant ce temps, à Trois-Rivières, une maman donne naissance à un mignon petit poupon. Au Sénégal, une femme cuisine le souper pour ses enfants, le seul repas soutenant de la journée. À Baie-Saint-Paul, une femme ouvre sa boutique aux touristes sous un beau soleil. En Inde, une vache se promène parmi les touristes au marché de fruits et légumes. Par un froid de moins 40 à Old-Igalwit, les enfants sortent de l'école bien emmitouflés. Sur leurs lèvres, un sourire aussi coloré que leur costume. À Matane, le traversier Matane-Godbout est pris dans les glaces, mais les passés y sont habitués. Chaque hiver, c'est comme ça. En Provence, à Moustier-Sainte-Marie, les touristes montent à la chapelle de la Vierge. De là-haut,
ils pourront apprécier la beauté du magnifique paysage. À Québec, le froid s'est installé autant que l'absurdité. N'oublions pas que cette ville est la plus sécuritaire et tenons-nous tous ensemble pour la paix. À Rome, la place Saint-Pierre est bondée. Le pape François donne sa bénédiction aux touristes de toutes les religions. À Paris, une maman reconduit ses enfants à la maternelle sous le regard d'un policier en fonction. À Percé, sous les yeux tristes d'une grand-mère, la mère se déchaîne et avale une partie de ce petit village touristique. À Dubrovnik, un homme et son fils préparent leur filet de pêche pendant que des femmes se rendent au marché. Cette belle ville blanche, protégée par l'UNESCO, a connu la guerre, comme en témoignent les trous de balles encore visibles sur les murs. À Kaboul, un jeune garçon fait voler son cerf-volant afin d'oublier qu'il a faim. Sa mère ne s'est pas rendue au marché, elle a peur, très peur des explosions. À la baie des Chaleurs, les bateaux sont enlignés dans la marina, le soleil les habille de tous ses rayons. La mer est au repos, elle brille de tous ses diamants. Mon café et mon déjeuner sont refroidis, mais ma maison est chaude et ouverte à tous. Mon désir le plus cher est que l'amour, la compréhension et la tendresse soient dans le cœur de chaque humain. Je pense que c'est une belle façon de faire le tour du monde. Un peu étourdissant, mais alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai bien hâte de vous retrouver dans, je ne sais pas, quelques semaines sans doute.